Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Résultat DV Loterie 2024, Cybercafé Benlo Beach à Bengisi Bissonyonso, le 6 mai à 18h. À travers Benlo Beach, agence Moko, il y a solo, il y a réussite, il y a fort. Nakati ya Congo wana ils Benlo Beach. Ni Roberti, ndeko nangayo, vous êtes au comité, au démarrage doté. Na yemak de bon de la ligne, il y a les 6 mai oyo. Depuis 2024, ils ont eu Namabe, Benlo Beach, à Kanima solo tout. À Kanima billet tout à réserver. À Kanima place tout à bien à réserver. À Kanima yo sogini na Kanima oh tena ba just voilà billet ane masolo. Voilà Kinshasa, on fait bino mbote, les alinga inde pour la bino Benlo Beach. Avec quoi annoncer bino résultat à DV Loterie 2024, les ali Kobima, les 6 mai. Comme toujours, la porte Nabiso les ali grandement ouverte pour la koyamba bino, pour vérifier les résultats na bino. Au bêta qui est pas à bandeko na gauche, na droite, aux en esika à côté la tête, la porte les ali wana pour la koyamba bino. Neko, occasion yangoyo, yako bengisa bandeko na yo. Moi si, Bana, l'équipé Baboti. Ouais, en direct des États-Unis, Benlo Beach de Makambo. Dans les États-Unis, vous avez un drapeau, drapeau américain. Nana Batata 4 au bazar, parce que lui il accompagne. Lui, il te propose le travail, il t'accompagne, il te cherche du travail aux États-Unis et puis au Vandi. Alors, dès lors que tu as Benlo Beach, ma famille n'a pas de bayawa. Et va assuré. Kozwa Benlo Beach, n'a pas numéro Oyo 081 81 11 214 plus 1 200D 913 89 20. Number one. Yonde mukole tasi. Na bolo. Sia, ndo kotota kato kile. Bonjour chez vous, chers téléspectateurs, content et heureux de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs dans le cadre de ce grand rendez-vous de la haute facture Bossolo na politique, une émission à une audience très très populaire, une émission conçue en vue d'éclairer l'opinion par rapport à toutes les questions politiques de la République démocratique du Congo. Nous sensibilisons pour les vraies valeurs et nous combattons les antivaleurs dans toutes ses formes. Et nous amenons également notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. Il est 11h passé de 50 minutes, soit 12h30, 1 heure de plus à Lubumbashi et à Mbujimaï. Messieurs et dames, je leur ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Michaela Rwong, journaliste britannique, auteur du livre Rwanda, Assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame, mais qui ne sera pas seul sur ce plateau. Il s'est fait accompagner de Monsieur Alpha Ramazani. Il est éditeur de livres, responsable de Book Express. C'est avec eux que nous allons nous entretenir pendant cette émission. Mais avant cela, comme d'habitude, voici les informations du jour. Nord Kivu, tension ce matin à Beni, à la suite d'une série de journées ville morte décrétées. Insécurité à l'entrée de Kinshasa, un lot d'assaillants Yaka tombe dans le filet des forces mixtes FARDC, police nationale congolaise à Maluku. Évêque Mukuna a fait adhérer tous les fidèles de son église ACK dans son parti politique. Kinshasa, le gouverneur Ngobila confirme l'inauguration du marché central le 30 novembre 2023. Kwango, les nouveaux déplacés fuyant la milice Mobondo affluent dans la région des Kenge.
Béni, 45 présumés criminels arrêtés par la police à la suite des patrouilles et bouclages. Kisangani, les inspecteurs de l'EPST menacent de boycotter les épreuves pratiques de l'examen d'État. Crise du maïs, le gouvernement décide de suspendre la parafiscalité pour accroître les importations. Flambée des prix de la farine de maïs dans la province du Lualaba. Fonction publique, le gouvernement lance le concours de recrutement des agents et cadres du secrétariat général au numérique. Diplomatie à Oyo, Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso raffermissent les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza. Tanganyika, avant-dernière information, destitution de Julie Ngungwa, Peter Kazadi suspend le plénière et rappelle la gouverneure d'Echi à Kinshasa. On va terminer pénurie du maïs, le Lualaba pas concerné, affirme Fifi Masuka. Très bien, alors on va démarrer notre entretien de ce matin. Madame Michaela Rong, je rappelle que vous êtes journaliste britannique, auteur du livre Rwanda, Assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça me donne une opportunité de me mettre en contact avec le public congolais et j'apprécie beaucoup. Pour la toute première fois, vous participez à cette grande émission, Bossolo na politique. Oui. D'abord, quelles sont vos impressions par rapport à cette invitation et par rapport à ce que vous avez vu avant l'émission? Je sais que vous avez beaucoup d'écouteurs, un grand public, et je suis seulement navrée parce que j'ai pris, à l'époque, j'avais pris 10 leçons de Lingala, mais je ne parle pas couramment. Alors on Très difficile pour vous permettre de vous exprimer en Lingala. Oui. Bon, quand c'est là, on va rester en français, il n'y a pas de souci. Alors, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de monsieur Alpha Ramazani, disait tantôt éditeur de livres et responsable des Book Express. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Israël Mutombo. C'est pas, je dois vous appeler Sango? Oui, tant mieux, comme vous voulez. Bon, bonjour Sango. Ok, merci beaucoup. Pour la première fois également, on a eu plusieurs fois le moment de s'entretenir en dehors de la caméra. Mais aujourd'hui, c'est toute une première fois vous participez dans cette émission. Quelles sont vos impressions? De très bonnes impressions. C'est déjà impressionnant d'être ici sur ce plateau. Il faut savoir qu'on vous suit. Moi, je vis aussi à l'étranger, donc vous avez l'habitude de nous captiver, donc c'est un honneur. Nous avons eu déjà des échanges en dehors du plateau, comme vous dites, toujours dans le but de faire avancer les choses. Donc une très belle impression, surtout un très beau cadre. Merci. Très bien. Allez, on va démarrer. Madame Rong, c'est la première fois que vous foulez le sol congolais, c'était en 1994. Mais pour ceux qui vous suivent pour la première fois, qui n'ont aucune idée sur vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours professionnel? J'étais jeune journaliste à l'étranger. J'avais bossé en France, en Italie. À un certain moment, je suis venue ici comme pigiste pour l'agence Reuters et aussi la BBC. C'était 94. Il y avait presque pas d'autres journalistes européens ici. Il y avait un monsieur qui travaillait pour l'AFP et il y avait moi. Et c'était l'époque de Mobutu. Et j'essayais de couvrir les événements congolais, mais effectivement, je suis arrivée en janvier. En avril, on a vu que l'avion du président Habyarimana s'est fait descendre. Et tout d'un coup, il y avait le génocide qui a déclenché au Rwanda. Alors, j'ai passé beaucoup de mon temps sur l'avion de Kinshasa à Goma et après à Bukavu, Uvira, parce qu'il y avait tellement d'événements à l'est du Congo avec, on est entré avec Opération Turquoise, les troupes françaises, on est entré dans le sud du Rwanda et après on a vu la fuite de tous les gens, les Hutus qui se fuyaient du Rwanda et qui s'installaient dans les camps autour de Uvira, Goma, Bukavu. Alors pour moi, comme journaliste, je courais un peu, il y avait un tas d'autres journalistes et c'était ma première expérience du Rwanda et je connaissais absolument rien au début sur le Rwanda, alors j'ai dû apprendre très vite. On parlera de cet ouvrage intitulé Assassin sans frontières Rwanda, enquête sur l'origine de Kagame, on en parlera. Mais revenons d'abord avec votre arrivée de 1994, lorsque vous êtes arrivé ici en République démocratique du Congo. Vous arrivez ici au Congo
comme pigiste, mais sur l'invitation d'un média de la place, vous avez été envoyé par une organisation. C'était en quelle qualité? Au-delà d'être pigiste, est-ce qu'il y a eu d'autres qualités? Il y a eu d'autres recommandations? Il y a eu d'autres partenariats qui vous amèneraient ici à Kinshasa en 1994? Non, c'était Agence Reuters BBC. Ils avaient besoin de quelqu'un ici pour couvrir les événements. C'est juste ça. Ils voulaient avoir une voix indépendante, un journaliste indépendant. Et il n'y avait pas beaucoup d'Européens qui voulaient se baser ici à Kinshasa. Alors moi, je voulais essayer ça. Essayer cette expérience. Oui, essayer cette expérience. Alors, finalement, vous arriverez en 1994, soit 3 ans avant la chute de Mobutu. Ouais. Alors, vous êtes resté jusqu'en 1997 alors que Mobutu était en train de partir? Bon, non, parce qu'à un certain moment, j'ai déménagé à Nairobi. J'ai eu un nouveau employeur, le Financial Times. Mais j'ai beaucoup suivi les Grands Lacs, comme tous les journalistes d'ailleurs, parce qu'on a vu qu'il y avait eu la création de l'AFDL à Kigali, ce mouvement qui après a envahi avec l'armée rwandaise, qui a démantelé les camps de réfugiés. Et après, on a suivi, comme journaliste, on a beaucoup suivi l'AFDL, Laurent Kabila, son trajectoire à travers le RDC et le Bujima et le Lubumbashi. Et à la fin, ces rebelles approchaient Kinshasa. Et j'étais dans l'hôtel intercontinental à attendre l'arrivée et la bataille pour Kinshasa. Et heureusement, ça n'a jamais eu lieu. Il y a eu un soft landing et les troupes sont entrées en paix. L'AFDL, les Kadogo, et je les ai vus monter l'avenue du Gombe à côté du fleuve et s'approcher de mon hôtel. Et c'était un moment. Vous étiez logé dans quel hôtel? Bon, on était tous les journalistes, ils étaient où? Aux mêmes lignes ou à l'Intercontinental? Pullman aujourd'hui. Oui, Pullman maintenant. Oui. Alors, c'était vraiment un tournant dans l'histoire du ADC et on a vu tous les mouvanciers qui se sont ils voulaient plus avoir des devises et ils ont pris les tracksuits et ils sont allés entrer dans les bateaux avec leurs familles, leurs femmes, les enfants, et ils sont allés à Brazzaville. Ils sont partis pour Brazzaville et c'est à ce moment-là qu'on a compris, on a su que Mobutu aussi, il avait pris l'avion et c'était la fin de l'époque du régime Mobutu. Est-ce que sur base de cette expérience vécue aujourd'hui, vous pouvez être à mesure, Madame Michela, de comprendre si un régime touche à sa fin? Est-ce que vous pouvez avoir des indices que vous pouvez ici présenter lorsqu'un régime touche à sa fin? Vous pouvez décrire peut-être... Pour mon impression, quand j'habitais ici, c'était que c'était une ville morte continuelle, en permanence. Effectivement, le père du président actuel, Etienne Tshisekedi, déclarait souvent les villes mortes. Mais déjà, c'était toujours dans une ville morte. Il y avait une absence. On voyait que Mobutu, il était presque jamais sur place. Il était dans la capitale. Oui, il était à Badolite, surtout. On disait qu'il craignait pour sa propre sécurité, qu'il pensait qu'il pouvait se faire assassiner. Il n'avait plus le contrôle de la sécurité. Oui, qu'il se sentait nerveux ici. Je ne sais pas si c'était vrai. Et alors, il y avait vraiment une grosse lacune et un président qui était à l'écart. Alors, comparativement, s'il faudra établir le parallélisme par rapport à cette époque où vous êtes arrivé à Kinshasa en 1994 jusqu'à aujourd'hui, parlons de la liberté de presse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la liberté de la presse a évolué un peu? Pour ce qu'on me dit, et je pense que c'est vrai qu'il y a une atmosphère très différente ici. À l'époque... il y a des avancées significatives. Oui, je pense que les gens, ils me disent, on craint plus, on peut s'exprimer ouvertement. On pense pas d'être toujours surveillé comme avant. Et les gens, ils écrivent ce qu'ils veulent dans les journaux. Mais il faut dire que je suis seulement ici depuis une semaine. Et ça fait une absence pour moi aussi, une absence de 20 ans. Alors, je suis en train de me regarder autour et apprendre ce qui est le RDC de nos jours. C'est une ville 2 fois plus grande déjà.
Alors, vous êtes auteur de 2 ouvrages. Le premier livre que vous avez écrit, c'était La chute des Mobutu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'économie de cet ouvrage? Bon, le thème de ce livre, c'est le trajectoire de Mobutu, comment il est arrivé au pouvoir, ses relations avec Patrice Lumumba, après comment il est resté en pouvoir, le soutien des Occidentaux et après sa chute. Mais c'était surtout, je voulais parler dans ce livre sur les Congolais ordinaires et comment ils se débrouillaient pour rendre la vie heureuse malgré toute la faillite de l'État. L'État était absent et quand même on réussissait à vivre une vie riche et j'étais impressionnée par cela. Impressionné. Oui, parce que j'ai vu que les gens, quand même, ils avaient leur dignité, ils avaient leur boulot, ils trouvaient des activités satisfaisantes et c'était très intéressant parce que souvent, à l'étranger, on pense que le Congo, bon, à l'époque, on pensait le Congo, c'est le chaos, c'est la violence, c'est la corruption, mais moi, je voyais que les gens, ils menaient leur vie d'une façon avec dignité et avec beaucoup de richesse. Ce premier livre a été traduit en français, n'a jamais été traduit en français, alors que ces derniers, par contre, a été traduit en français. Oui. Pourquoi vous n'avez jamais traduit le premier livre en français pour permettre aussi au bon nombre de Congolais de comprendre, d'avoir une connaissance par rapport à cet ouvrage? Oui, moi j'aimerais bien. Il faut dire que les auteurs, ils choisissent pas. Hein? Ils doivent trouver une maison d'édition. Et il n'y avait pas une maison d'édition. À l'époque. À l'époque, qui s'intéressait. Maintenant, il y en a et j'espère bien le sortir en français. Mais je pense que les maisons d'édition françaises, ils croyaient qu'ils connaissaient tout sur le Congo déjà. C'était un pays francophone, c'était des maisons d'édition françaises. Moi, je suis britannique, alors ils se disaient, ah non, mais elle peut rien nous apprendre sur le Congo. Est-ce qu'il n'y a pas une intention cachée derrière cette traduction en français pour ce second livre, alors que le premier aussi, le Congolais voudrait avoir quand même la version française pour comprendre j'ai eu la chance le méandre de cet ouvrage? Oui, j'ai trouvé une maison d'édition indépendante, indépendant, qui a déjà publié un livre important sur le Rwanda. C'est le livre de Judy Reaver, c'est la Canadienne qui a écrit sur la FPR. Et c'est le monsieur qui dirige ça. Il a un intérêt, alors il a accepté mon livre. Je suis très reconnaissante. Alors, venons avec l'actuel livre que vous venez d'écrire. Je disais, le livre s'intitule Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Alors, depuis quand vous avez commencé à mener les enquêtes sur le régime de Kagame? Et les enquêtes vous ont pris combien de temps? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ouvrage? Oui, bon, c'est un ouvrage qui m'a pris 4 ans de recherche, mais effectivement, ça a pris quelques décennies, parce que ça commence avec l'assassinat de Patrick Karegeya, qui était l'ancien chef des renseignements à l'extérieur du Rwanda, que moi j'ai connu comme journaliste. Tous les journalistes connaissaient ce monsieur, parce que si on allait interviewer Kagame, il y avait lui, Patrick, qui accueillait les journalistes. Alors moi j'ai vu ce monsieur, il a été assassiné, il a été attaqué, étranglé dans une chambre d'hôtel en Sud-Afrique. Je pense que c'est assez évident que c'était un escadronnement envoyé par Kigali. Et c'était un ancien proche, ancien ami de Kagame. Ils se sont connus depuis qu'ils étaient des enfants. Et je trouvais que c'était tellement fascinant. C'est un monsieur qui, à un certain moment, il soutenait le chef d'État. Il était son meilleur collègue, plus proche. Et il est devenu un chef d'opposition. Il s'est enfoui. Il a dénoncé son propre ami. Il l'a dénoncé comme dictateur. Et après, il s'est fait assassiner. Et je trouvais que c'était une histoire tellement importante parce que souvent, on a tendance à croire que le FPR, c'est vraiment
c'est là, c'est solide, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de contestation, ils disent tous la même chose. Et effectivement, c'est pas le cas. Parmi le FPR d'origine, il y a eu beaucoup de personnes importantes, anciens dirigeants, qui étaient pas contents avec Kagame, qui critiquaient Kagame. Ils ont dû, ou ils sont en prison maintenant, ou ils ont pris la fuite, ou ils se sont fait assassiner. Et c'est important de se rendre compte de cette subtilité. Alors, pourquoi avoir choisi ces titres Kagame, Assassin sans frontières? Pourquoi avoir choisi J'ai choisi Assassin sans frontières parce que je vois que le régime actuel, basé à Kigali, ils envoient des escadrons de mort utilisant le réseau des ambassades rwandais et ils envoient ces gens pour faire la chasse aux hommes, aux dissidents, que souvent c'est des anciens membres importants du FPR. On a vu ça surtout en Ouganda, on a vu ça au Kenya, on a vu ça en Sud-Afrique, en Mozambique, et ils ont essayé de faire la même chose en Europe, en Belgique, en France, aux États-Unis. Et vraiment, mon livre entre dans le détail parce que il y a beaucoup de matériel, beaucoup de preuves, mais on ne parle pas vraiment de cet aspect du régime actuel. C'est-à-dire Kagame a eu à mettre fin à ses opposants qui habiteraient l'Afrique du Sud, Ouganda et le reste, avec un mode opératoire bien défini. Oui, il essaie de les silencier et souvent les renseignements à l'étranger, britanniques, français, belges, sud-africains, ils savent que ça se passe. Ils sont pas contents, mais ils disent rien. Alors nous, les journalistes, on n'entend jamais rien. Tant qu'il n'y a pas une attaque et quand un monsieur se fait abattre comme Patrick Karegeya, il se fait étrangler dans cette chambre d'hôtel, tout d'un coup on voit ce qui se passe. Patrick Karegeya, dont on vous accuse d'avoir eu des relations avec ce dernier, et c'est sur base de ça que vous avez développé cette rage contre Kagame. Non, mais et que vous revendiquez la tête de votre ex-concubin. C'est complètement ridicule. C'est une accusation qu'on fait. Dès que vous êtes femme et vous êtes journaliste, on vous accuse d'avoir des relations avec les gens sur lesquels vous écrivez vos articles. Ça, c'est 30 ans qu'on raconte des choses pareilles sur moi et des autres personnes sur lesquelles j'ai écrit mes livres. Quand j'étais ici, on disait la même chose. Est-ce qu'on parlera de simples coïncidences parce que vous avez choisi d'écrire cet ouvrage à partir de la mort de Patrick? Non, mais c'était pour moi une manière d'entrer dans l'histoire du FPR. Parce que oui, j'ai connu ce monsieur, je l'ai rencontré, je pense, 5 fois, et sa mort était une façon d'expliquer un peu le trajectoire, d'où vient le FPR, comment ce mouvement très important, très discipliné, très fort a été formé en Ouganda, et pourquoi Kagame est le monsieur qu'on voit maintenant, pourquoi il agit de la façon qu'on voit. Alors, vous êtes journaliste britannique, alors que vous avez écrit cet ouvrage qui met en difficulté le Rwanda, votre pays soutient l'M23 aujourd'hui, qui fait du mal à la République démocratique du Congo. Je me rappelle qu'en avril 2022, le gouvernement de Boris Johnson avait même conclu un accord avec Kigali pour faire accueillir les candidats réfugiés. Oui. Si je peux vous avez dit il soutient le M23, c'est pas vrai. Il soutient Kigali et le Rwanda. Kigali et Rwanda, pas le M23. Oui, vous savez. Mais Kigali aussi, à son tour, soutient le Rwanda parce que Kagame, effectivement. Il a reconnu ça officiellement. C'est pas, même pas par des mots, mais à travers sa diplomatie, sa politique, on sait comprendre que c'est Kigali qui est derrière les M23. Oui. Alors, comment vous justifiez ça, tout en étant britannique, mais votre pays continue à soutenir le Rwanda, que vous, à travers votre ouvrage, vous condamnez sa politique et vous le qualifiez d'être assassin en dehors de la Oui, moi je vais
pas essayer de justifier quelque chose parce que je suis très critique à l'égard de mon propre gouvernement. J'ai beaucoup écrit d'articles dans les journaux anglais pour dire que je trouve que la politique de l'Angleterre, c'est vraiment une grande erreur. Et je trouve que c'est très cynique. Surtout, on sait qu'il y a ce projet pour les demandeurs d'asile d'être envoyés au Rwanda. Et je pense que c'est grâce à ça que l'Angleterre, le Royaume-Uni reste silencieux au niveau de ce que Kagame est en train de faire, son soutien pour le M23. Et je pense que c'est surréel comme projet. Ça n'a pas de sens, ça ne va pas marcher. Et effectivement, c'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un moment où il faut que mon propre gouvernement s'exprime d'une façon claire sur le soutien que Kagame et Rwanda donnent au M23. Le livre est intitulé « Kagame a censé sans frontières ». Vous évoquez quelques cas isolés des personnes assassinées par Kagame. Mais dans votre livre, on est quand même curieux de constater que vous n'avez pas parlé de massacres de Congolais qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo. Non, c'est pas vrai parce que je parle de ça. C'est pas le thème. Mais pas de la même manière que vous avez évoqué le cas de certains opposants des Kagame. Les Congolais, il y a eu pas moins de 12 millions de Congolais qui ont perdu la vie. Bon, les chiffres, je trouve qu'il y a un surenchère de chiffres. Alors moi, j'entre pas dans ce type de chiffres parce que il faut toujours avoir les preuves pour justifier ce type de chiffres énormes, choquants. Et je sais qu'il y a eu beaucoup d'événements, de massacres et des atrocités commis par la RDF au Congo de l'Est. Je le doute pas. Et je parle de ça dans mon livre. Il faut le dire. Je parle de ça. Mais c'est pas le thème principal de mon livre, c'est pas ça. Et il y a une raison pour cela, qu'il y a des autres personnes qui ont déjà écrit des livres là-dessus. Il y a par exemple la Canadienne Judy Reaver, elle a écrit tout un livre là-dessus. Il y a Monsieur Charles Onana, il y a Pierre Payan. Je veux dire, c'est un sujet qui a déjà été abordé par les autres. Moi, je pensais que je pouvais pas venir avec de nouveaux matériels là-dessus. J'ai aussi lu beaucoup de livres écrits par les Congolais et aussi les Rwandais qui se sont enfuis au Congo, ont fait toute leur trajectoire pour fuir des RDF à travers Tingi Kisangani. Il y a beaucoup maintenant de livres qui racontent cette histoire. Mais c'est pas l'histoire que je raconte dans mon livre. Mon livre se concentre sur les racines du FPR, d'où ça vient, et comment ça se fait que l'FPR maintenant, les actuels dirigeants sont en train de cibler les anciens dirigeants et pourquoi il y a tellement de tensions parmi ces hommes-là. Y a-t-il pas une main noire politique derrière votre démarche, cet ouvrage? Non, je suis indépendant. On pense toujours qu'on représente quelque chose ou quelqu'un. Moi, ça fait 30 ans que j'écris sur l'Afrique. J'ai publié 5 livres. Ils ont tous été indépendants. Il y a des gens qui les aiment, il y a des gens qui les aiment pas, mais il n'y a pas un rôle du gouvernement, de mon État. Je suis une journaliste indépendante. Alors, quelle est l'image de M. Kagame Paul aujourd'hui à l'extérieur du pays? Et tu le vis comment par rapport aux autres? Bon, ça dépend avec qui vous parlez, hein, parce que souvent on voit qu'en Occident on pense que c'est un monsieur, c'est un dur, il est discipliné, mais il règle bien soutenu même par les Occidentaux. Oui, qui gère ça bien. Ça se justifie pas. Oui, ben, on dit c'est un monsieur qui gère bien son pays, c'est très propre. On voit que c'est un miracle du développement. Moi, je mets en contestation toutes ces impressions parce que je trouve que le Rwanda aujourd'hui c'est une dictature, il faut le dire. On a vu qu'il y a eu soi-disant c'était 99,9% des voix ont voté pour Kagame. Bon, il y a personne qui croit à ça. Et après, on voit qu'il n'y a pas de presse libre, les droits de l'homme sont supprimés d'une façon vraiment sévère. Et on a tendance à oublier ça en Occident. On veut pas voir ce côté-là.
Mais je pense que le Rwanda actuel, c'est une expression du caractère de Kagame. C'est quelqu'un qui ne tolère pas les critiques, il ne tolère pas la contestation. Il y a de la dictature. Oui, c'est une vraie dictature. Moi, je pense que c'est un pays, une société où on se sent en surveillance permanente si on passe là-bas. Et je ne parle pas des Occidentaux, je parle des propres citoyens rwandais. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire malgré sa dictature, Kagame est soutenu par les Occidentaux. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il de raisons fondamentales? Bon, je pense que la raison principale, c'est un sens de culpabilité profonde qu'on a eu parce que la communauté internationale n'a rien fait pendant qu'il y avait le génocide. Ils n'ont pas empêché ça, ils ont même retiré leurs troupes des Nations Unies. Alors ça a laissé une sensation de culpabilité. Et après, il y a tout l'argument que le Rwanda, c'est un modèle de développement. Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment bien examiner les chiffres, les statistiques, parce que souvent, on trouve, quand on regarde un peu de près, qu'ils sont truqués, que c'est pas tellement impressionnant. C'est impressionnant, mais c'est pas un miracle. Mais après, je pense on a des intérêts. L'Angleterre, maintenant, et il y a ce projet pour les demandeurs d'asile. Et ça veut dire qu'on va pas parler des côtés des droits humains, on va pas parler du M23. Les Français maintenant, on savent que eux, ils regardent à Kagame, ils veulent absolument que les troupes rwandaises sont à la disposition pour protéger l'installation du Total à Mozambique, qu'ils agissent sur Centrafrique, et on pense dans l'avenir que probablement ils vont jouer un rôle dans le Bénin, au Sahel, et c'est toute une zone où les Français sont plus les bienvenus. Alors je pense que Macron, effectivement, regarde à Kagame de prendre sa place. Vous dites encore dans ces livres que Kagame a érigé la vengeance comme le mode opératoire de son régime. Alors pourriez-vous peut-être nous citer quelques exemples? Bon, le premier exemple le plus choquant, c'est on a commencé à voir les anciens ministres dans son propre gouvernement, les ministres Hutu, qui dans les années 90 déjà fouillaient le pays. Seth Sendashonga, c'était l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est un monsieur qui était basé, il s'est enfoui pour Nairobi et il s'est fait abattre dans sa voiture. Et c'était déjà la deuxième fois qu'on l'avait attaqué. Alors on a vu à ce moment-là que c'était un régime qui tolérait pas, même si un monsieur qui s'enfuit. On a soupçonné ce monsieur de vouloir fonder un groupe contre le régime et on n'acceptait pas cela. Et c'est de là que ça commence, mais après on a vu qu'il y a eu une série d'attaques à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, sur les journalistes indépendants, sur les personnes qui travaillent dans les droits de l'homme, sur les membres de l'opposition. On a envoyé la chef de l'opposition en prison pendant 8 ans. Et maintenant, elle reste chez elle, elle ne peut pas sortir de chez elle à Kigali, à Victoire Ingabire. Alors, on voit que c'est vraiment un régime qui a un visage très beau et en Occident, on aime ce visage maquillé, mais la vérité, c'est autre chose. Ça dit, aujourd'hui, si vous êtes en désaccord avec M. Kagame, que vous soyez au Rwanda ou en dehors du Rwanda, il sait mettre des mécanismes pour mettre fin à votre vie. Oui, il peut faire ça et il l'a fait. On a vu ça. C'est pas tout le monde. Et il y a vraiment il y a des anciens dirigeants, les gens qui travaillaient pour lui, qui sont à la tête de la liste. Mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas à éliminer les gens qui considèrent ses propres ennemis. Et pour cela, il y a tout un paranoïa dans tous les pays en Afrique et même en Europe, parmi la communauté rwandaise, mais aussi avec ceux qui ont des relations, quelques liens avec le Rwanda. Tout le monde est un peu parano. Alors, comment vous faites pour votre sécurité au moment où votre pays soutient le régime de Kigali? Alors, vous critiquez Kagame. Kagame est un assassin sans frontières. Comment vous faites par rapport à votre sécurité? Bon,
Je suis inquiète. Vous êtes à l'aise de critiquer Kagame, mais... Non, il n'y a personne qui est à l'aise à faire ça. On est tous inquiets. Mais vous... Vous avez déjà été menacé Non, de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais pas plus que ça. Mais moi, je fais très attention, même en Angleterre, même à Londres, je vais jamais rencontrer un Rwandais comme ça. Chez moi, absolument pas. C'est toujours dans un endroit public avec des autres autour. Oui, j'ai fait aussi. Je suis très conscient que mes courriels, mes appels téléphoniques, c'est possible qu'on est en train de les suivre parce qu'on sait bien que Kagame utilise l'espionnage digital, cellulaire. Alors, on essaie de pas dire des choses sensibles, importantes au téléphone. Face à face, c'est seulement face à face. Mais oui, on devient, comme j'ai dit, on devient très inquiet, on devient très parano. Très bien. Alors, qu'est-ce qui expliquerait ce comportement de Kagame? Quand vous voyez Kagame, aujourd'hui vous le qualifiez d'être un dictateur, est-ce que c'est une culture ou peut-être c'est sa vie passée d'un réfugié? Bon, ce que je décris dans le livre, c'est son passé comme enfant. C'était quelqu'un qui venait d'une famille d'aristos. C'était une famille importante au Rwanda. Après, il y a eu la révolution des années 60, le Hutu, et toute le cour royal s'est fait expulser du Rwanda. Et sa famille était parmi les gens expulsés et ils se sont installés en Ouganda de l'Ouest. Et là-bas, c'était une vie vraiment difficile. Hein? C'était des réfugiés, ils n'avaient jamais vraiment assez à manger. C'était difficile pour trouver après des emplois, pour entrer en université. Alors, c'est un monsieur qui s'est toujours senti à l'écart et marginalisé dans son propre, en Ouganda. Alors, il se sentait un étranger. Et les Rwandais eux-mêmes, quand ils parlent des gens qui ont été élevés dans les camps de réfugiés, ils disent que ce sont des gens aigris. Et je pense qu'on voit ça parce que c'est quelqu'un qui pardonne pas et c'est quelqu'un qui veut absolument avoir le respect des autres. Il veut absolument que les gens, maintenant, le donnent le respect que comme enfant, il a pas reçu. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être approché par le gouvernement rwandais? Approché dans quelle sorte Non, peut-être parler avec vous, négocier, ou vous avez déjà peut-être approché le gouvernement pour avoir plus amples explications par rapport à... Non. Avant peut-être de faire sortir ce livre. Non, ce qui s'est passé, que c'est après que c'est sorti, le président Kagame m'a dénoncé à la télévision pendant un entretien à la télévision rwandaise. Il a raconté un peu n'importe quoi, que j'étais espionne, que j'étais payée par un pays étranger pour écrire mon livre, bla bla bla. Alors, à ce moment-là, j'étais un peu choquée, mais ok, c'est le jeu. C'est un monsieur, on sait que c'est un monsieur qui a été formé dans les renseignements militaires comme jeune rebelle. En Tanzanie, il a eu une formation dans le counter-espionnage et les renseignements. Et on sait qu'il aime bien utiliser un peu les false news, fake news. Fake news. Oui, alors c'est ça qu'il est en train de faire. Est-ce que vous pensez que Kagame est encore fort ou bien il est peut-être à la fin de son régime? Non, moi je le vois qu'il est fort actuellement, mais je pense aussi que le régime est plus faible peut-être de ce qu'on se rend compte, parce que c'est un régime qui compte vraiment sur le soutien des pays occidentaux. Alors il se présente comme très très fort, indépendant. Bientôt on va plus avoir besoin du soutien financier des Occidentaux, mais effectivement c'est un régime qui est obsédé par son image à l'extérieur, comment on regarde, comment on considère le Rwanda, et ça les rend faibles, parce que si on est obsédé par son propre image, ça veut dire que on sait que si l'image change, la réalité va changer aussi. Kagame est dictateur,
Mais alors que Kagame, avec le Rwanda aujourd'hui, nous voyons qu'il y a pas mal de pays, des équipes d'ailleurs de football qui font la publicité pour attirer pas mal de touristes au Rwanda. Et on appellerait même le Rwanda, on qualifie le Rwanda d'être la Suisse de l'Afrique. C'est incompatible. Oui, on dit ça. Moi, je trouve ça bizarre et c'est rigolo même parce que ce que j'ai lu des anciens livres sur le Rwanda et on disait la même chose, la Suisse d'Afrique sous Habyarimana. Alors, ce qu'on voit, c'est un tout petit pays qui est bien géré, très discipliné. Ça a été comme cela avec Habyarimana quand il était à la tête. Maintenant, c'est Kagame et on présente ça comme quelque chose de merveilleux et nouveau. Mais effectivement, le Rwanda, c'est un ancien cour royal, c'était très bien géré. Que je pense c'est une régime qui est obsédé par son propre image et le travail là avec les footballeurs, l'Arsenal en Angleterre, en France le Paris Saint-Germain, on voit un peu la même chose avec le cyclisme, le World Championship de cyclisme, le basketball. On utilise, ils sont très malins et ils utilisent le sport pour faire la publicité pour Kagame, pour le régime. Et ils font ça très bien. Ça coûte cher. Hein. Il faut dire qu'un pays pauvre est en train de payer des millions de dollars pour ce type de publicité à l'étranger. Essayent de vendre une bonne image, oui, mais en soi, ce n'est pas ça la réalité. Ils font ça parce qu'ils pensent que ça vaut la peine et l'image, c'est tout. L'image positive. Ouais. Alors, peut-être avant de terminer, par rapport aux puissants émergents, on parlera des États-Unis, la Chine, la Russie. Est-ce que le précaré aujourd'hui, France, Angleterre, bref, on peut dire, est-ce que l'Europe aujourd'hui a un rôle à jouer en Afrique? Oui, mais je pense que c'est plus comme avant. Avant, on parlait de la chasse gardée des Français et après, il y avait le secteur, tout le zone anglophone et les Américains étaient très, très importants. On regardait toujours Washington et je pense maintenant c'est beaucoup plus complexe. Hein. Il y a, oui, les Américains qui jouent un rôle, où on voit les Anglais, les Français, mais il y a la Russie maintenant qui s'intéresse. Il y a Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, qui a visité, il a rencontré Kagame, il a rencontré Isaias Afwerki en Érythrée. On voit qu'il y a les Turcs qui s'intéressent, on voit les intérêts chinois, les United Arab Emirates. Alors, il y a beaucoup plus de joueurs. C'est pas comme avant où il y avait que quelques puissances qui s'intéressaient. Maintenant, c'est beaucoup complexe, beaucoup plus complexe. Ouais. En résumé, quel est l'impact de ce livre sur Paul Kagame du point de vue politique international? Bon, j'espère que ça va permettre aux gens de corriger un peu leur perspective là-dessus, parce que je pense qu'il y a une image qui a été créée et avec cette image, il y a toute une histoire qui a été un peu fabriquée. On a oublié plein de choses qui se sont passées avec ce que le FPR, les crimes qu'ils ont commis au Rwanda, dans le Congo de l'Est, mais et pendant des décennies. Et on a oublié ça parce que maintenant il y a cette image qui étincelle, brillante. Et j'espère que le livre va quand même encourager les gens à se poser des questions, à se dire bon, peut-être c'est pas si simple que ça. Et on voit qu'il y a des gens, même à l'intérieur de ce régime, qui ont été très, très perturbés par la trajectoire de Paul Kagame et ils ont essayé de le contester. Ils ont payé un gros prix. Par rapport à la situation de l'insécurité en République démocratique du Congo, le nom de Paul Kagame, sa politique est citée tout le jour. Et c'est connu de tous aujourd'hui que c'est Paul Kagame qui est derrière les M23. Parce que le mode opératoire est connu de cet assassin Paul Kagame, qu'est-ce que Kinshasa ou d'autres pays victimes de sa politique pourront faire justement pour arrêter cette hémorragie? Bon, je peux pas donner des conseils au gouvernement congolais. Ce que je peux faire, c'est d'encourager mon propre pays, le Royaume-Uni et aussi les autres occidentaux. Il faut arrêter avec le soutien pour Kagame, c'est clair.
parce que on peut pas envoyer des millions de dollars pour aider les réfugiés qui sont à l'est du Congo, ce qu'on fait d'ailleurs, et en même temps soutenir Kagame, comme on sait, selon le mapping report, que Rwanda est en train d'équiper armer le M23. Alors il faut être un peu consistant, il faut être logique. On peut pas envoyer des millions de dollars à Kigali et en même temps envoyer des millions de dollars aux réfugiés dans l'Est. C'est contradictoire. Alors moi, j'encourage mon propre gouvernement à se rendre compte de le fait que c'est une contradiction et d'exprimer ses inquiétudes aussi au niveau du M23, les droits de l'homme. Mais pour le gouvernement sur place au Congo, je pense que c'est pas pour moi, une étrangère, à leur donner des conseils. Alors pour terminer, pour ceux-là qui pensent que Kagame c'est un bon dirigeant, que Kagame c'est une bonne personne, et que Kagame a une meilleure politique pour gérer son pays. Pour terminer, qu'est-ce que vous allez dire de la politique de Kagame, que ici vous avez qualifié un assassin sans frontières? Je trouve qu'il y a une contradiction, on présente ce dirigeant, ce monsieur, comme quelqu'un qui peut sécuriser l'Afrique en envoyant ses troupes au Mozambique, au Sahel, en Centrafrique. Mais ce que moi je vois ça depuis des décennies, que c'est le Rwanda qui est en train de semer le désordre et la violence dans une zone, dans les pays des Grands Lacs. C'est les zones plus violentes d'Afrique, je pense. Et il faut que on se rende compte qu'on peut pas jouer les deux côtés en même temps. Très bien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'était votre dernier mot, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Non, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste britannique, auteur du livre Rwanda, Assassins sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. Et on vous appelle Michaela Rong. Merci beaucoup. Alors peut-être pour terminer avec l'autre camarade, je présentais tout à l'heure, Alpha Ramazani, éditeur de livres et responsable de Book Press. On va terminer avec lui. Encore une fois, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes éditeur des livres et responsable de Book Express. Qu'est-ce que vous faites exactement comme travail? Oui, mon travail est tout simple. Donc, je suis dans le monde de la culture. Donc, j'édite des livres, je suis libraire, donc c'est lui, comme on dit en lingala, c'est lui monté qui va livre, donc c'est pratiquement ça. Et je suis aussi entrepreneur puisque j'ai une petite entreprise et j'organise aussi des événements culturels tant qu'à Kinshasa, au Congo qu'à l'étranger. Et c'est ce qui me pousse à collaborer avec Madame Rong dans le cadre de la vulgarisation de ce livre. On a eu à faire en partenariat avec le festival Beaucoup, qui a eu lieu du 5... j'ai oublié la date récemment. C'était mai? Au mois de mai, oui, au mois de mai. Et voilà, nous avons eu, en fait, dans mon travail, pour ne pas faire long, c'est que dans le monde de la culture, le livre donne quand même un peu plus de liberté dans la pensée, dans la parole. Donc c'est ce qui nous pousse à prendre des risques, entre guillemets, vous voyez, donc se dévoiler comme ça, comme on l'a fait, que ce soit Madame Marie du Festival Beaucoup pour inviter Madame Rong, parce qu'il faut vraiment qu'on le martèle. La démarche, elle est complètement indépendante. Il ne s'agit pas d'une invitation du gouvernement congolais. Nous avons pris contact avec Madame Rong pour la présentation du livre à Kinshasa, sans faire intervenir les autorités. Et parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu implication de Mouyaya, comme on nous fait entendre certains internautes? Non, il n'y a pas eu. Il y a eu des contacts avec le ministère de la Communication parce que il y avait une activité à l'UNIKIN. Il fallait que qu'il y ait quand même des dispositions pratiques. Mais la venue de Madame Rong n'avait rien à voir avec cette activité-là qui était une activité dans d'autres. Donc c'est pas le ministre Mouyaya qui a fait venir Madame Rong. C'est le festival Beaucoup et moi ici qui suis en face de vous. Avec comme objectif permettre à nos compatriotes de comprendre un petit peu l'architecture de ce système qui fait peur, je peux dire, parce que je peux me permettre, si vous voulez, on avait prévu d'autres activités à part le passage à la télévision, dont une qui allait avoir lieu demain.
dans une place connue. Mais on a tellement, personnellement, j'ai subi quand même pas mal de Dépression. Oui, bien sûr. Et si je me permets de le De dire. la part de qui? Je ne peux pas le dire haut et fort, mais voilà, on sent qu'il y a un problème interne au Congo. Dès qu'on cite le nom de ce pouvoir, on associe, on dit Kagame, le livre parle de Kagame ou du Rwanda. Vous voyez que les gens qui vous ont dit oui la veille, le lendemain, ils changent d'avis. Donc, il y a un réel problème. Et je pense que ce livre peut nous aider. Moi, pour avoir lu quelques passages, je viens de le terminer. Il y a une forme de falsification de l'histoire comme ça de la part du pouvoir d'Ikigali et une mystification de ce pouvoir, justement, qui effraie certaines personnes qui ont même un certain rôle à jouer ici dans ce pays. Donc, nous avons tous intérêt, que ce soit les autorités ou la population. Donc, l'activité de demain est annulée. Nous l'avons annulée parce que... pour des raisons sécuritaires. Pour des raisons sécuritaires, et puis parce que la personne qui devrait modérer, qui est quelqu'un de très connu dans le paysage politique, et qui maîtrise cette situation sécuritaire, en dernière minute, il a appelé pour dire qu'il ne sera pas là. Et c'était la même chose avant, pour aller à l'Unikin. Et moi, je l'ai senti comme ça. Je pense que je ne suis pas très confiant. Vous pensez qu'il y a une complicité de certains Congolais qui travaillent avec Kagame? Ce n'est pas démontré, absolument. Je peux le confirmer, même si je n'ai pas la certitude par rapport à ces personnes-là. Mais on voit qu'il y a des gens qui sont... L'assassin a traversé... Absolument, oui. On voit off, on entend des choses, même certains modes opératoires. Il y a un haut placé qui m'a dit il y a des similitudes en tout cas. Par exemple, il y a des généraux qui sont morts ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des similitudes. Quand vous lisez les livres de Madame Rong, vous voyez que c'est plus ou moins les mêmes choses qui se répètent. Ce sont des cas similaires. Voilà, donc on sent qu'il y a une certaine crainte de la part de certaines personnes qui sont ici. Et il faut que le peuple congolais sache que nous avons cette responsabilité-là, nous, peuple congolais. C'est pas simplement une histoire du gouvernement. Si nous autres, nous ne sommes pas fous, moi j'ai des enfants de bas âge, j'ai un travail, j'ai un business, machin. Mais il faut à un moment donné se dire, c'est une affaire de tous. Si nous avons la moindre possibilité d'apporter un plus pour voir un peu plus clair par rapport à cette situation, nous le ferons comme on essaie de le faire maintenant. C'est notre apport par rapport à la résolution de ce conflit. Alors, peut-être pour terminer avec vous, aujourd'hui, si on veut trouver le livre, où est-ce qu'on peut en avoir? Oui, et ça c'est encore un autre problème, puisqu'on a eu beaucoup de soucis pour le faire acheminer. J'ai un numéro de téléphone que je vais faire passer pour avoir le livre. Si vous voulez en acheter, oui, il y a un numéro de téléphone. Oui, il y a... on ne peut que vous contacter. Il n'y a pas une émission, une maison d'édition où on peut aller acheter. Chez Book Express, et puis il y a l'AESH. Là, il y a des éditions Miesi, il y a l'AESH aussi, qui est une structure qui est implantée à Kinshasa. Je vais passer le numéro de téléphone maintenant si vous voulez pour qu'on puisse... allez-y. Voilà, je ne l'ai pas en si tête. vous avez les numéros, donnez son il y a numéro déjà là. le 085 085 20 20 70 70 919. 919. Vous pouvez écouter son numéro, c'est le 085 085 20 70 70 919. 919. Et puis il y a le second numéro, excusez-moi. Vous pouvez faire sortir, il n'y a pas de problème. En même temps, je vous annonce déjà à la fin de la première partie de cette émission, on aura une petite pause. Si vous avez le numéro, oui, je l'ai, c'est le 082 14 13 128. 0 82. Oui. Vous disiez 13. 082 14 13 128. 128. Voilà. Si on vous contacter par son numéro, oui, on peut avoir ce livre. Vous pouvez avoir le livre, même si l'approvisionnement s'est fait très difficilement pour diverses raisons, comme je vous ai expliqué, mais vous pouvez l'avoir sans problème. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes Alpha Ramazani, éditeur de livres et responsable de Book Express. Et de l'autre côté, encore une fois, Michaela Rong, journaliste britannique, auteur du livre Rwanda, Assassins sans frontières, enquête sur le régime des Kagame. Allez, ça n'est fini pour la première partie, comme je le disais tantôt. On va avoir une petite pause de 15-20 minutes. Je reviens avec un député national, Paul Chilumbu, qui va intervenir pour la deuxième partie. À tout à l'heure.
Au regard de l'insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa, les forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs personnes présumées auteurs des violences le samedi 13 mai dernier au quartier Binzaozone, dans la commune d'Engalima, ville-province de Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité après une descente effectuée lui-même sur place. Selon Maître Peter Kazadi, ces gens se sont présentés comme les partisans des partis politiques, mais le vice-premier ministre a révélé que les forces loyalistes ont trouvé sur le même personne les objets qui s'apparentent au fétichisme. Vous venez de les voir, nos forces de défense et de sécurité sont intervenues pour mettre fin à la violence engendrée par des jeunes gens qui se réclament des partisans des partis politiques, mais dont on a trouvé sur certains des signes de fétichisme et nos forces de l'ordre sont intervenues. Par ailleurs, le patron de la territoriale congolaise a invité la population à collaborer avec les agents de l'ordre pour dénoncer d'autres assaillants qui auraient fui. Il y en a qui sont maîtrisés, d'autres sont dans la nature. Je pense qu'on va poursuivre les enquêtes pour traquer tous ceux qui sont encore dans la nature jusqu'à mettre la main dessus. Que la population puisse aider nos services de défense et de sécurité à dénoncer tous ceux qui commettent des bévues, puisque tous ces gens-là se cachent dans la population. Cependant, le garant de la sécurité congolaise a appelé tout le monde au calme et à ne pas vivre. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salate. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Résultat des Véloteries 2024, Cybercafé Benlo Beach à Bengisi Bissonyonso, le 6 mai à 18h. Le fleuve Yamoyo, à travers Benlo Beach, agence Moko, il y a solo, il y a récip, il y a fort. Nakati ya Congo wana ils Benlo Beach. Nous on regarde, ndeko na yo, vous êtes au comité, au démarrage doté, na yemak de pour nous la ligne yaka les 6 mai oyo. Développeur 2024 zoina mabe, Benlo Beach akangima solo tout. Akangi va billet tout à réserver. Akangi va place tout à bien à réserver. Akangi yo sogini na kangi oh telenga ba just voilà billet ane masolo. Bana Kinshasa, opesi bino mbote, ezali ngai ndeko na bino Benlo Beach. Na eko annoncer bino résultat de Véloterie 2024 ezali kobima les 6 mai. Comme toujours, la porte na biso ezali grandement ouverte pour na koyamba bino, pour na vérifier ba résultat na bino. Obetaki epai ya bandeko na gauche na droite, oza na esika ya kotala te, baporte ezali wana mpona koyamba bino. Ndeko, occasion yangoyo ya kobengisa bandeko na yo, mwasi, bana, baleki pe baboti. Ouais, en direct des États-Unis, Benlo Beach de Makambo. Dans les États-Unis, vous avez un drapeau drapeau américain. Nana batata 4 au bazar parce que lui il accompagne. Lui il te propose le travail, il t'accompagne, il te cherche du travail aux États-Unis et puis au Vandi. Alors, dès lors que tu as Benlo Beach, ma famille n'a pas besoin de yawa et va assuré. Kozwa Benlo Beach, n'a numéro Oyo 081 81 11 214 plus 1 200D 913 89 20. Number 1. Yonde mukole tasi. Na bolo. Sia, ndo kotota kato kile.